Écoutez, je vous remercie d'être là. Je remercie le docteur Finker d'avoir organisé cette réunion et également le laboratoire Medtronic qui nous y a aidés. Diapositive suivante. Je regrette l'absence de Pierre Meyer, qui a été pour moi très important dans le développement de cette technique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire un petit point rapide sur les endoprothèses aortiques pour le traitement des anévrismes classiques de l'aorte sous-rénale avec un collet. Depuis 2008, le traitement endovasculaire devenait une alternative à la chirurgie directe et doit être systématiquement proposé aux malades. Diapositive suivante. Les résultats sont très clairs. Dans le groupe endoprothèse, la mortalité, quel que soit le niveau de risque du malade, est inférieure à 1%. Le taux d'impuissance, bien sûr, est de 0%. Dans le groupe chirurgie, la mortalité, en fonction des équipes, est de 4 à 5%. Chez les malades à haut risque, la mortalité s'élève immédiatement à 15 à 20%, voire plus. Le taux d'impuissance est de 50%. Ces résultats démontrent l'efficacité du traitement endovasculaire, donc des endoprothèses aortiques, et aujourd'hui est le traitement de première intention des anévrismes aortiques sous-rénaux simples. Diapositive suivante. La fenestration laser in situ des endoprothèses thoraco-abdominales est une technique qui a été développée en collaboration avec le docteur Dominique Fabre de l'hôpital Marine-Anne-Longue à Paris. C'est une alternative aujourd'hui aux endoprothèses fenêtrées et branchées. C'est une alternative qui est immédiatement disponible, d'un coût relativement faible et techniquement plus facile. Mais on y reviendra ultérieurement. Diapositive suivante. Là, il faut déclencher cette animation vous montre la pose d'une endoprothèse fenêtrée, donc et branchée. Ici, vous voyez le lanceur. On va larguer le module fenêtré qui est fabriqué en fonction des données de l'endoscanner et qui va présenter des fenêtres pour les deux artères rénales et une échancrure pour l'artère mésentérique supérieure. Les deux artères rénales sont cathétérisées par des guides. Là, on largue le stent découvert qui va se fixer à la paroi aortique par des crochets. Par les guides, on monte à l'intérieur de ces guides des stents couverts qui vont être positionnés au niveau de l'artère rénale et partiellement au niveau de l'endoprothèse. Là, on va fixer le stent couvert à l'endoprothèse. On va faire exactement la même manœuvre du côté contralatéral. Ça, c'est une endoprothèse fenêtrée simple puisqu'elle n'intéresse que les deux artères rénales. Et là, vous voyez l'échancrure pour l'artère mésentérique supérieure, donc pour ne pas couvrir l'ostium de l'artère mésentérique supérieure. Et bien sûr, on termine la procédure en mettant en place une prothèse aorto-bi-iliaque. Diapositive suivante. Alors, historiquement, la fenestration laser a commencé par les artères sous-clavières. Ici, on voit l'endoprothèse qui est implantée à la terminaison du segment 2, à l'origine du segment 3, et l'artère sous-clavière donc, qui est connectée à cette endoprothèse. C'est une technique simple et rapide. Diapositive suivante. La technique, par ponction axillaire ou par ponction humérale, on va cathétériser l'artère sous-clavière avec un tour-guide. C'est un guide qui est orientable à son extrémité, qui va être amené au contact de l'endoprothèse. La sonde laser va fenestrer l'endoprothèse. On va élargir l'orifice par un ballon d'angioplastie dont le diamètre sera légèrement inférieur au diamètre de l'artère sous-clavière. Diapositive suivante. Ensuite, on va positionner un stent couvert, donc entre l'artère sous-clavière ici et l'endoprothèse. Voici le résultat
après avoir fini la procédure. C'est par là qu'on a commencé à développer la fenestration in situ. Il y a une publication italienne où la fenestration a été réalisée sur plus de 120 artères sous-clavières avec des résultats qui étaient tout à fait satisfaisants. Diapositive suivante. Voici les 4 types d'anévrismes thoraco-abdominaux selon la classification de Crawford que l'on va traiter. La chirurgie directe est associée à une morbimortalité très élevée, supérieure à 50%, ce qui explique que énormément d'équipes ont abandonné cette technique en donnant une priorité quasiment absolue aux techniques endovasculaires. Les alternatives, il y en a 2. Les endoprothèses fenêtrées et branchées, mais elles ont des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est le coût. 22 000 €, hors taxe. Le deuxième inconvénient, c'est la durée de fabrication. Elle est de 6 semaines, puisque cette fabrication est extrêmement complexe, puisqu'elle se fait à partir des données en géoscanner et qui sont vérifiées dans un centre extrêmement spécialisé avec des logiciels, également avec un logiciel qui est extrêmement spécialisé et qui va déterminer toutes les mesures. Donc ces endoprothèses fenêtrées, impossible de les utiliser en urgence. Le deuxième problème de ces endoprothèses fenêtrées, c'est qu'aujourd'hui, vous avez très peu de centres qui sont éligibles à la pose de ces endoprothèses. Pourquoi? Parce qu'il y a des recommandations strictes de la Haute Autorité de Santé. Par exemple, pour PACA Est, c'est-à-dire pour la moitié de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, il n'y a que 2 centres qui ont l'autorisation de poser ces endoprothèses fenêtrées. Le CHU de Nice et l'Institut Arnaud Zanck. Notamment, un des éléments, il faut traiter plus de 50 anévrismes aortiques par an. Il n'y a que 2 centres qui le font. D'autre part, il n'y a qu'une seule endoprothèse qui est remboursée en France. Une seule. Les autres sont en cours d'expérimentation et d'après ce que je sais, les expérimentations se passent très mal. D'où la nécessité de rechercher d'autres alternatives. Ces endoprothèses fenêtrées, par ailleurs, ne peuvent pas être implantées à tous les malades. Il y a des contraintes anatomiques qui nous les contre-indiquent. Ces endoprothèses fenêtrées à Zanck, nous les posons depuis 4 ans, 4 ou 5 ans. Nous avons posé plus de 40, avec des résultats qui sont tout à fait satisfaisants. Mais encore une fois, elles ne répondent pas à toutes les attentes thérapeutiques. D'où l'intérêt de la fenestration. On revient en arrière, s'il vous plaît. D'où l'intérêt de la fenestration laser in situ, qui, elle, est immédiatement disponible, c'est-à-dire elle peut être réalisée en urgence ou en semi-urgence. Le coût est beaucoup moins important et la technique est beaucoup plus facile à réaliser. Diapositive suivante. Dans un premier temps, on va repérer par des stents acier l'ostium de toutes les artères cibles, à savoir le tronc cœliaque, les 2 artères rénales et l'artère mésentérique supérieure, dans la mesure où ces artères sont englobées par l'anévrisme. Si l'anévrisme n'englobe que les 2 artères rénales et l'artère mésentérique supérieure, on ne repérera que ces artères cibles. Voici un stent acier qui est positionné au niveau de l'artère rénale gauche et en face, vous voyez le tourguide, c'est un tourguide aptus qui va se courber à son extrémité et qui pourra se positionner en regard de l'ostium de l'artère rénale. Diapositive suivante. Voici la totalité de la procédure. Dans un premier temps, vous voyez les stents qui sont positionnés au niveau de toutes les artères cibles qui sont intéressées par l'anévrisme. Il s'agit d'un type 4 de Crawford, en l'occurrence. Donc le tronc cœliaque, la mésentérique supérieure et les 2 artères rénales. L'intervention débute par la mise en place de l'endoprothèse, donc qui va couvrir la totalité de l'anévrisme. À partir de là va commencer le temps d'ischémie froide, c'est-à-dire que les artères rénales ainsi que les artères digestives ne seront plus alimentées. Par voie fémorale, on va monter un tourguide qui va être positionné en regard de chaque ostium des artères cibles. Grâce à ça, on va monter une sonde laser qui va fenestrer l'endoprothèse en face de chacune de ces artères cibles et on mettra en place des stents couverts. Diapositive suivante.
Donc voici le tourguide Aptus. Le tourguide Aptus est vraiment très particulier, il fait 3 mm de diamètre, il est extrêmement rigide et son extrémité est mobile, c'est-à-dire on peut l'orienter dans tous les sens horaires et donc on va le positionner en face de l'ostium de l'artère rénale. Diapositive suivante. Voici un schéma, vous allez mieux comprendre. Donc vous voyez le tourguide qui est mis en place, qui est amené au contact de l'endoprothèse. Par ce tourguide, on va acheminer une sonde laser que vous voyez ici et qui va fenêtrer l'endoprothèse. Diapositive suivante. Cette sonde laser, bien sûr, est reliée à un laser excimer. La durée de la fenestration est très courte, 1 à 2 secondes. Diapositive suivante. Voici la totalité de la procédure. Vous voyez le tourguide, le stent de repère. Vous voyez ce petit point radio opaque et l'extrémité de la sonde laser qui est amenée au contact de l'endoprothèse. La fenestration est réalisée. La sonde laser pénètre à l'intérieur de l'artère rénale. Cette sonde laser possède un chenal, un canal de travail qui va permettre de cathétériser l'artère rénale avec un guide que vous voyez ici. Ensuite, on agrandit l'orifice avec un ballon d'angioplastie dont le diamètre va être légèrement inférieur au diamètre de l'artère rénale. Globalement, une artère rénale, c'est 6 mm de diamètre, 6 ou 7 mm de diamètre, donc on utilisera des ballons de 5 ou 6 mm, ce qui va permettre donc d'agrandir l'orifice, et ensuite, on met en place le stent couvert. Diapositive suivante. Voici schématiquement, vous voyez le stent de repère initial, l'endoprothèse, et le stent couvert qui va connecter l'artère rénale à l'endoprothèse. Diapositive suivante. Là, vous voyez la fenestration de la deuxième artère rénale à droite, donc le tourguide Aptus et le stent acier. Diapositive suivante. Là, il s'agit de la fenestration de l'artère mésentérique supérieure. On voit le stent de repère dans la courbe de l'artère mésentérique supérieure à son origine. Il est bien évident que pour chaque procédure, nous commençons systématiquement par l'artère mésentérique supérieure pour une seule et bonne raison, c'est que nous voulons protéger le tube digestif. On ne peut pas laisser l'ensemble du tube digestif en ischémie. C'est l'artère essentielle. Diapositive suivante. Voici, en fin de procédure, vous voyez que les deux artères digestives ont été connectées à l'endoprothèse, ainsi que les deux artères rénales. Diapositive suivante. Voici un patient qu'on a réalisé avec Pierre Meyer. On voit le sac anévrismal, donc les parois du sac anévrismal calcifiées, un anévrisme qui est totalement exclu, et dans ce cas précis, nous avons connecté le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure, et les deux artères rénales. Diapositive suivante. La technique de fenestration in situ est novatrice. Elle va nous permettre à court terme de traiter les anévrismes de l'arche thoracique. Et ça, c'est une avancée thérapeutique considérable. Et en particulier des dissections aortiques ayant récidivé après chirurgie, avec une évolution anévrismale. Il est bien évident que lorsque vous avez fait 2 sternotomies, il est quasiment impossible de faire une 3e sternotomie. Donc la seule possibilité reste cette technique. Et c'est une technique dans ce cas-là qui est extrêmement facile, puisque ce sont des fenestrations rétrogrades. Diapositive suivante. Voici les résultats de cette technique. Alors bien sûr, c'est une technique qui est débutante, mais qui est à l'évidence, avec les premiers résultats que nous avons, extrêmement efficace, rapide, facile, que l'on peut utiliser en urgence et à un moindre coût. Pour l'hôpital Marine-Lannelongue, une série de 11 malades a été réalisée par le docteur Dominique Fabre. Son équipe est réellement l'initiateur de la technique. 11 malades, 9 hommes, 2 femmes, âge moyen 75 ans. Ils ont traité 3 anévrismes thoraco-abdominaux Crawford de type 4, 4 anévrismes cœliaques, 4 endophytes de type 1. Le succès technique avec exclusion de l'anévrisme est de l'ordre de 100%. À l'Institut Arnaud-Zang, nous avons réalisé 3 malades. Un anévrisme thoraco-abdominal de type 1,
Donc c'est un anévrisme qui débute au niveau du segment 2 de la crosse, qui a intéressé la totalité du segment 3 et la totalité du segment 4. Et nous avons traité 2 anévrismes de type 4, qui sont des anévrismes qui intéressent la fin du segment 3, la totalité du segment 4 et du segment 5. Tous traités avec succès, sans perte d'une rénale ou d'une artère digestive. Un malade a nécessité un pontage fémoro-fémoral croisé. Dans ces 2 séries, il n'y a eu aucun cas de paraplégie, ni de paraparésie. Le suivi est de 6 mois dans notre série, qui est peu importante, et de 6 mois avec des suites simples. Il faut savoir que dans les 2 mois à venir, nous avons 3 malades qui sont en attente d'être traités. Diapositive suivante. Je vais insister sur la prise en charge des malades polyvasculaires. Ce sont en général des malades à très haut risque opératoire, dans 60 à 70% des cas, et je dirais que ce pourcentage ne fait qu'augmenter d'année en année. Quelle que soit la nature du geste, que ce soit une angioplastie simple, une endoprothèse aortique ou une chirurgie directe. 50% de ces patients sont coronariens lorsqu'ils ont 2 territoires artériels d'atteints, à savoir par exemple carotide coronaire, coronaire aorte, aorte membre inférieur ou aorte carotide. Diapositive suivante. D'où l'intérêt des pôles d'excellence. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, dans notre spécialité, à mon sens, passe complètement inaperçu. 3 critères caractérisent ces pôles d'excellence. Des équipes pluridisciplinaires qui vont coopérer, et ça c'est absolument fondamental. Cardiologue interventionnel, chirurgien cardiaque et vasculaire, néphrologue, radiologue interventionnel et anesthésiste. Il s'agit depuis 1 an de recommandations, pas relatives, mais absolues de la Société de cardiologie européenne. Le service de réanimation, qui est un élément absolument indispensable, puisqu'il va améliorer la survie et la sécurité de ces patients. Le plateau technique, qui de fait doit être extrêmement évolué. La salle hybride, la coronarographie, l'hémodialyse. Il est bien évident que ces malades sont des malades polyvasculaires. À la moindre complication, il faut pouvoir répondre à ces complications, pouvoir les traiter. Diapositive suivante. Voici la salle hybride. Grâce à cette salle hybride, on peut réaliser ce type de technique. Je ne pense pas qu'avec un appareil d'angiographie aujourd'hui, je dirais simple entre guillemets, on puisse réaliser aujourd'hui ce type de procédure. C'est à mon sens quasiment impossible. Notamment s'il s'agit de malades qui ont un surpoids, impossible. Revenez à la diapositive antérieure. Juste avant. Voilà. Pour revenir, aujourd'hui, on s'aperçoit que de l'activité de chirurgie vasculaire apparaît dans des petits établissements. Je pense que, à mon sens, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que quand vous n'avez pas de cardiologue interventionnel, que le patient va présenter un angor instable ou des douleurs angineuses, il faut pouvoir le coronarographier, il faut pouvoir le stenter. Si le patient, après une chirurgie directe, après une endoprothèse aortique, fenêtrée, branchée, simple ou par fenestration laser, il présente une insuffisance rénale. Il va falloir avoir la possibilité de l'hémodialyser, de le dialyser. Tout ça, aujourd'hui, ça caractérise les pôles d'excellence. Quand vous êtes dans des établissements qui ne peuvent pas assurer les suites de ces patients, c'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, ça ne fait pas l'objet d'un débat à l'ARS. Ça ne fait pas l'objet d'un débat au niveau de la Haute Autorité de Santé. Tout le monde peut faire de la chirurgie vasculaire. Il n'y a pas de quota, il n'y a pas d'obligation de succès, de réussite. C'est à la portée de tous. Et je pense que c'est une erreur. Il est très difficile de dire à des patients, on a besoin de vous transférer dans un service de réanimation, quand ça vous arrive le samedi matin, et que vous êtes obligé de faire le tour de la ville de Nice, où il y a, que je sache, 3 services de réanimation, et on va vous répondre très gentiment, on n'a pas de place.
il est trop âgé, on ne peut pas le prendre parce qu'on préfère donner la place à un sujet qui est beaucoup plus jeune. Je pense que c'est une erreur. Le développement de la chirurgie vasculaire dans tous les axes est une erreur. Voilà, je vous remercie et je vous remercie de ces sujets un peu accessoires.